Cher Sergueï Viktorovitch, bonjour. Bonjour. Merci au nom des abonnés du dialogue franco-russe et de tous nos auditeurs d'avoir choisi le temps pour nous. Notre dialogue d'aujourd'hui est très important pour nous tous, pour les francophones, qui regarderont cette interview à un moment où les relations entre la Russie et la France se détériorent. Et à la fin de l'interview, selon la tradition, nous avons choisi une question d'un abonné. Il y a eu beaucoup de réactions. Je vous transmettrai volontiers tous les messages de nos téléspectateurs. Nous sommes au dialogue franco-russe, donc pour nous, bien sûr, les relations entre la France et la Russie sont une priorité. Si vous le voulez bien, nous commencerons par les sujets qui sont le plus fréquemment discutés dans les médias français depuis de nombreux mois et, malheureusement, dans le contexte du conflit en Ukraine. La première est que l'armée russe frappe délibérément des cibles civiles de l'Ukraine. Et le deuxième sujet, probablement la déclaration la plus populaire en ce moment, venue officiellement du président français Emmanuel Macron, qui a annoncé cet été que la Russie avait choisi la France comme ennemie. Plus tard, le chef d'état-major a également repris l'idée, disant que la Russie se prépare à une guerre à grande échelle avec les pays de l'OTAN dans quelques années. Et il y a à peine 2 jours, l'actuel chef d'état-major des armées s'est adressé aux maires de France, et je cite, « Il s'est adressé aux Français et a dit que les Français devraient être prêts à sacrifier leurs enfants dans une guerre avec la Russie. » Comment pouvez-vous commenter cette déclaration ? Ne prononcez-vous pas délibérément le nom du chef d'état-major des armées de la France ? Le général Mandon. Oui, j'en ai aussi entendu parler. J'ai entendu parler de cette déclaration que l'on doit être prêt à sacrifier la vie de ses enfants. Il y a également parlé de l'économie, qu'il faut souffrir, parce qu'on ne peut pas permettre que la Russie gagne, qu'elle conquiert l'Europe. D'où tout cela leur vient, personne ne le sait. Mais à mon avis, il y a déjà une vague d'indignation en France quant à sa volonté de sacrifier les enfants de ses concitoyens. Je ne sais pas d'où viennent ces chefs militaires, dans quelles universités ils sont formés, mais probablement ils veulent jouer le jeu de leur dirigeant actuel, M. Macron. Je ne sais pas où il a eu cette conviction que la Russie a déclaré la France ennemie. À mon avis, c'est juste le contraire. La France a longtemps traité la Russie malhonnêtement, notamment en commençant par les mêmes accords de Minsk que la France, représenté par le prédécesseur de M. Macron, François Hollande, a garanti par sa signature avec la chancelière allemande Angela Merkel en 2015, avec Vladimir Poutine puis Petro Porochenko. Et en 2022, il y a un peu plus d'un an, quand tout le monde a commencé à comprendre comment... Non, il y a 3 ans, au début de ces hostilités, pourquoi personne n'a respecté les accords de Minsk. Et ils ont honnêtement admis, tous les trois, Porochenko, Merkel et Hollande, qu'aucun d'entre eux n'allait le faire. Avez-vous compris que les accords de Minsk seraient compromis à un moment donné ? Vous savez, notre président, c'est une personne très honnête, et après le début de l'opération militaire spéciale, il a dit cette phrase, quelque part il a parlé de ces accords de Minsk, des relations avec l'Occident et le problème ukrainien en général. En parlant des relations avec l'Occident, il a dit que nous avions beaucoup d'illusions au stade initial des relations avec l'Occident, ici dans les années 2000, puis nos illusions ont progressivement disparu, mais il y avait des espoirs tout d'abord pour la capacité de négocier, et je soulignerai particulièrement l'espoir pour la décence de nos contreparties européennes, principalement des Européens occidentaux, et tous ces espoirs ont disparu, a déclaré le président Poutine en février 2022. Il n'y en aura plus, comme dans nos relations avec l'Ouest, jusqu'en février 2022. C'est une déclaration très forte. Elle souligne tout d'abord que jusqu'en février 2022, avant que nous comprenions que nous n'avions pas d'autre choix que de lancer une opération militaire spéciale, cet espoir était encore vif.
et il a été incarné dans des initiatives concrètes. En décembre 2021, au milieu d'une situation où l'Occident déclarait dans le monde entier que la Russie préparait une intervention, il était nécessaire de l'empêcher. Bill Burns, le directeur de la CIA de l'époque, est venu nous voir pour nous mettre en garde. Nous avons honnêtement dit que nos tâches consistent avant tout à empêcher la création de menaces militaires de la part de l'OTAN à nos frontières en militarisant l'Ukraine et en la soumettant aux doctrines de l'OTAN, qui ont directement qualifié la Russie d'adversaire, sinon d'ennemi. Et en décembre 2021, afin de montrer quelle alternative existait, nous, au nom du président Poutine, qui, parlant ici au ministère des Affaires étrangères, en novembre 2021, nous a chargé, les services militaires et spéciaux, d'élaborer des projets d'accord, la Russie, l'OTAN et la Russie, les États-Unis, qui garantiraient la solution du problème de sécurité, le problème des menaces. En fait, ces traités visaient à codifier les engagements politiques que tous les pays européens, les États-Unis et le Canada, sans exception, ont solennellement signé dans le cadre de l'OSCE, mais il a été signé en 1999, puis confirmé en 2010 lors du sommet de l'OSCE à Astana, mais rien n'a changé. Et l'OTAN a continué son expansion. Nous avons connu 5 vagues d'élargissement de l'OTAN, et la 6e est en route. Et quand nous, toujours dans l'espoir de la décence de nos partenaires, avons attiré leur attention sur le fait que leur signature a été gravement violée par des actions pratiques, ils ont dit, vous savez que c'est un engagement politique, pas juridique. C'est du cynisme sophistiqué. Nous avons dit à l'époque, c'était sous la présidence de Medvedev, que nous allons transformer ces obligations qu'ils soutenaient depuis leur signature en obligations légales. Ils ont pensé et dit non, des garanties de sécurité juridique ne peuvent être obtenues que de l'OTAN. C'est-à-dire, conceptuellement, mentalement, ils voulaient préserver cet aimant à l'époque où l'Union soviétique a disparu, le pacte de Varsovie a disparu, la guerre froide a cessé, les différences idéologiques ont disparu. Ils voulaient toujours garder cet appât au sein de l'OTAN. Si nous vous emmenons dans nos rangs, nous assurerons votre sécurité. Mais bien sûr, vous devrez nous obéir. Et comment je dois obéir? Et il n'y a qu'un seul conseil, c'est d'attaquer la Russie. Maintenant, regardez comment ils essaient de forcer nos amis et frères serbes à reconnaître littéralement l'indépendance du Kosovo et à rejoindre toute la politique russophobe de l'Union européenne. Ils n'hésitent pas à dire publiquement que oui, nous vous attendons dans l'Union européenne, mais voici le Kosovo, oubliez-le et oubliez votre amitié, vos liens historiques avec les Russes. Joignez-vous à toutes nos sanctions, à toutes les préparations agressives pour la guerre contre la Russie. C'est une psychologie très spécifique, bien sûr, et c'est précisément les Européens, à savoir les Européens occidentaux, et aussi les jeunes Européens, représentés par les Polonais et les Baltes, qui dirigent ici le parti principal. Mais ce qui est étonnant, il s'agit aussi des pays sérieux. Vous avez parlé de la France. Macron, si je me souviens bien, a récemment fait une autre déclaration que la Russie avait inventé cette guerre. Il n'y avait aucune cause, aucune menace réelle. C'était une mystification. C'est simplement, je cite de mémoire maintenant, les convulsions d'un pouvoir qui pleure pour la perte de son État, pour la perte de son passé impérialiste et colonial.
C'est le président français qui parle. Il semble que la cote du président aille mal. Vous avez mentionné le chef d'état-major, et ils ont aussi le ministre de la Défense, M. Pistorius. Il a dit que la Russie attaquerait d'ici 2030. Je suppose que ça pourrait être en 2029 ou même en 2028. À quoi préparent-ils leur peuple? Que c'est inévitable. En France, selon ce que je comprends, toute l'économie est en train d'être réinitialisée. Ils obligent les industries civiles à travailler pour le complexe militaro-industriel, pour le complexe de la défense. J'ai lu que même le système de santé est maintenant militarisé, prêt à travailler sur le terrain pour sauver les soldats français. Mais vous avez également mentionné une citation au sujet du sacrifice des enfants pour la liberté. Liberté, égalité, fraternité. Je pense que Marianne doit se retourner sur toutes ces toiles où elle est représentée. C'est bien sûr une histoire incroyable, mais là encore, rien ne prouve que la Russie va attaquer la France. On est allé à Paris 2 fois. Eh bien, nous les avions libérés, nous les avions aidés à se débarrasser avec le général de Gaulle, avec son mouvement de résistance, à se débarrasser de la honte nationale, après qu'ils aient cédé toutes les positions à Hitler et vécu en buvant du café à Montmartre sous occupation. Mais un point de plus, c'est juste une logique pure que les Européens ne veulent pas entendre. Ils se réjouissent tous que la Russie n'atteigne pas ses objectifs, prenant à peine 100% des terres de pauvres Ukrainiens. Alors n'ayez pas peur, notre armée européenne est beaucoup plus forte. Les Russes n'utiliseront pas d'armes nucléaires et nous vaincrons très facilement la Russie avec des armes classiques. Et nous avons 5 fois plus de gens, 4 fois plus que dans la Fédération de Russie. Mais toutes ces estimations qui caractérisent notre progrès comme lent, comme le reflet de l'état inefficace des forces armées russes, alors comment avez-vous peur de nous? Si selon vous, nous ne pouvons pas prendre le contrôle de l'Ukraine. Et demain, à Paris, Ouais. Pensez-vous qu'il y aura donc l'Europe après l'Ukraine? Où est la logique? Vous voyez, il y a un problème avec les analystes et les politiciens qui vont essayer d'expliquer ce qui se passe honnêtement à leur peuple. Ces élites parient sur la guerre. Ces élites ont lié toute leur carrière politique à ce slogan d'infliger une défaite stratégique à la Russie, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ils veulent nous étouffer avec les sanctions. Ils disent déjà que l'économie russe va craquer et qu'elle ne durera pas longtemps. Nous atteignons déjà nos objectifs. Eh bien, ce sont des gens qui, bien sûr, ont oublié toutes les leçons de la Seconde Guerre mondiale et d'autres situations quand, dans les minutes, dans les heures, dans les années, du besoin de protéger leur pays, leur dignité nationale, leur histoire, l'avenir de leurs enfants. Les gens se sont réunis comme jamais auparavant et ont résolu tous les problèmes. Ce que nous assistons au front, en ligne de contact, le président s'est de nouveau rendu au quartier général de nos forces armées dans le cadre d'une opération militaire spéciale. Et l'information transmise par les médias à la suite de ces réunions parle d'elle-même. Mais l'Europe, je pense que vous savez, ce style arrogant
que Macron et Merz professent, sans parler de tous les Belges, des Hollandais et d'un citoyen nommé Rutte, ce style arrogant reflète la confusion. Ils ne savent pas quoi faire, s'ils changent brusquement leur rhétorique, et, suivant l'exemple de dirigeants européens raisonnables comme Viktor Orban et Robert Fico, déclarent qu'il sera nécessaire de parler à la Russie et laissent cesser les paris sur la guerre. Ils ont probablement peur de perdre le pouvoir. Je voudrais prendre la défense de certains experts et analystes qui viennent à la plateforme du dialogue franco-russe. De toute évidence, ils ne veulent pas combattre la Russie, au contraire, ils expriment toujours les sentiments les plus amicaux. Si je puis me permettre, je reviens sur la première partie de la question. C'est très important car ces accusations sont constantes. On les entend tout le temps. Il s'agit du fait que l'armée russe frappe délibérément des cibles civiles. Pourriez-vous commenter brièvement ce point ? Nous n'avons vu aucune preuve. Nous avons vu à plusieurs reprises des preuves du contraire. Et dès qu'un projectile ou un épave de système de défense aérienne arrive sur des cibles civiles, la première chose qui se lève en Ukraine et immédiatement dans les capitales qui ont nourri ce régime, que la Russie est inhumaine. Hier encore, le Conseil de sécurité a tenu une réunion à New York sur ce sujet, en répétant les clichés les plus banals. Personne n'a jamais répondu de manière satisfaisante à notre demande de présenter les faits. Il est triste que le secrétariat de l'ONU suive l'exemple de ces gens. Quand soudain quelqu'un accuse la Russie, quelque part là quelque chose est tombé sur les installations civiles ukrainiennes. Immédiatement, Antonio Guterres, son porte-parole, un Français, au fait M. Dujarric, disent que nous condamnons fermement l'utilisation des forces armées contre des objets civils. Lorsque des choses évidentes se produisent de la part de l'Ukraine, y compris quand ils ont commencé à bombarder, ils le font depuis plus d'1 an, les territoires de la Fédération de Russie qui n'ont jamais été contestés par personne. Et dans la région de Koursk, il n'y a pas une seule installation militaire. Ils y ont démoli des maisons, des hôpitaux, des jardins d'enfants, des magasins. Le même Dujarric, son patron et d'autres représentants du secrétariat de l'ONU, qui est complètement usurpé par les Occidentaux, disent-ils, vous savez, nous sommes très préoccupés, nous examinons maintenant ces cas. Permettez-moi de vous rappeler qu'au début de l'opération militaire spéciale, il y avait des hurlements à propos de la gare de Kramatorsk. Lorsque le missile est arrivé, de nombreux civils ont été blessés et infrastructures ont été touchées. Ils nous ont immédiatement blâmés. Et puis, des spécialistes honnêtes ont vu que ce missile était, à mon avis, un Tochka-U, et la position dans laquelle il a atterri indiquait clairement que les Ukrainiens eux-mêmes tiraient sur cette station, à la station qu'ils contrôlaient. Une pure provocation pour nous accuser. Puis il y a eu l'histoire, je ne me souviens pas du nom géographique exact, avec la maternité. Au début. Au début. Mariupol. Mariupol, c'est ça. Et les femmes qui étaient là et qui ont été présentées comme victimes d'agressions inhumaines russes, elles ont expliqué qu'il n'y avait rien de tel. Je ne parle pas de la plus grande mystification à Boutcha du début d'avril. C'était au moment où les négociateurs ukrainiens à Istanbul ont apporté et remis à nos négociateurs les principes de règlement que nous avons adoptés. Ces principes ont été paraphés et nous avons tous convenu de préparer un accord de règlement définitif. Et comme geste de bonne volonté, le président Poutine l'a dit à plusieurs reprises, à la demande de certains intermédiaires occidentaux, nous avons retiré nos troupes de la banlieue de Kiev, y compris la banlieue nommée Boutcha. Pendant 2 jours, il n'y avait pas d'armée russe ni de Russes dans les banlieues.
Pendant 2 jours, le maire de Butcha s'est montré sur les écrans, disant que les Russes sont partis ici. C'est notre ville, notre village. 2 jours. Et le 3e jour, tout d'un coup, la BBC, les correspondants, sont venus et ont montré, non pas quelques sous-sols, mais la rue centrale assez large. Il est impossible de ne pas remarquer. Et le long de cette grande rue centrale ont été soigneusement disposés des cadavres les mains liées. Et vous savez, tout semblait très propre en termes de vêtements. Et en avril, le temps est boueux. Ce n'était pas évident sur les vêtements de ces hommes. Immédiatement, il y a des cris, des condamnations, de nouveaux paquets de sanctions. Personne n'a répondu à notre proposition d'enquêter. Et depuis, nous nous battons, comme on dit, comme un poisson contre la glace. Et nous vous demandons de nous parler de Butcha, parce qu'une fois qu'ils ont enlevé la mousse de propagande, Butcha, personne ne veut en entendre parler et s'en souvenir. Chaque année, lorsque je viens à New York pour l'Assemblée générale en 2022, 2023 et 2024, et cette année parlant au Conseil de sécurité, je regarde dans les yeux du secrétaire général, Antonio Guterres, et je dis, si nous pouvons au moins obtenir une liste des personnes dont les corps ont été montrés dans l'émission de la BBC comme victimes d'atrocités de l'armée russe. Je suis gêné pour lui, il est un homme respecté. Il dit, vous savez, nous avons de telles règles. Cette affaire est dirigée par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Je lui ai dit qu'on y avait envoyé une lettre officielle. Ils disent qu'ils ont des règles, qu'ils ne peuvent divulguer des renseignements confidentiels s'ils peuvent causer des dommages moraux ou autres aux survivants. Je ne vais même pas commenter, c'est juste une honte pour une organisation qui, quand elle en a besoin, publie n'importe quel fait. Mais vous savez, cacher les noms de ceux qui ont été clairement utilisés, dont les corps ont déjà été utilisés pour la provocation, c'est un aveu. C'est pourquoi nous sommes bien conscients du fonctionnement de la machine de propagande occidentale, de la façon dont elle peut sortir des informations anti-russes et russophobes. Nous avons une position très claire sur chaque cas. Si vous avez des doutes, les représentants de l'ONU et de la Croix-Rouge, nous sommes prêts à nous asseoir et à écouter les faits que vous pouvez nous présenter, les faits que vous avez à votre disposition. Dès que vous leur offrez cela, ils disparaissent de la circulation. Retournons aux actualités si vous permettez. Vous savez, en Europe et en Russie, il existe une opinion répandue que M. Donald Trump est un visionnaire, un pacificateur qui peut dire non aux globalistes, arrêter toute guerre. Mais dans l'intérêt des États-Unis, et comme nous le savons, les États-Unis adhèrent toujours à leurs intérêts nationaux, il y a toujours eu ce moment, il fallait couper la Russie de l'Europe. Et maintenant, tous les médias disent que Donald Trump présente son nouveau plan pour la paix, 28 points, et Vladimir Zelensky semble même être d'accord. Que pouvez-vous en dire? C'est trop incompréhensible. D'abord, Zelensky dit à Istanbul qu'il est prêt à discuter de ce plan pour convenir d'une formulation acceptable. Après, ses représentants disent, y compris les représentants des organisations internationales, à New York, à mon avis, une dame, un ambassadeur adjoint, a dit que cela est exclu. Il est difficile pour moi de commenter ces spéculations. Nous positions et qu'un règlement diplomatique est préférable. Nous avons pensé, nous étions presque certains, qu'après le sommet en Alaska, selon l'instruction directe de Donald Trump,
Witkoff a amené à la réunion avec Poutine les paramètres spécifiques du règlement, qui a pris en compte nos approches de principe, particulièrement la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de ce conflit. Les causes profondes sont, comme chacun le sait bien, qui a étudié l'histoire de ce drame, dans la tentative de l'Occident d'intégrer l'Ukraine dans l'alliance de l'Atlantique Nord, de créer des menaces militaires pour la Russie à nos frontières, malgré et en violation de toutes les promesses qui ont été faites à l'Union soviétique, et malgré les accords qui ont déjà été conclus avec la Fédération de Russie en Europe, dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'accord sur l'indivisibilité de la sécurité, qu'aucune organisation, aucun pays en Europe ne renforcera sa sécurité au détriment de porter atteinte à la sécurité des autres. Cela a été enregistré au plus haut niveau. L'OTAN a fait exactement le contraire. Eh bien, la deuxième cause profonde est la politique officiellement inscrite dans la loi, celle du régime nazi, que l'Occident a mis au pouvoir en février 2014 par un coup d'État anticonstitutionnel sanglant, le cours de ce régime nazi pour exterminer tout ce qui est russe. Zelensky, bien avant l'opération militaire spéciale, a directement conseillé au peuple russe d'aller en Russie s'il se sentait partie de la culture russe, étant citoyens ukrainiens. C'était son appel direct, une recommandation directe. Dans l'ensemble, Donbass et Novorossiya suivent son conseil. Quant au tout début de votre question sur la façon dont les Américains, maintenant l'administration de Donald Trump, traitent l'Europe et généralement tout ce qui se passe dans le monde, les appréciations de cette administration sont contradictoires. Mais tout d'abord, parce que Donald Trump est venu au pouvoir sur des slogans du MAGA, rendre l'Amérique grande à nouveau. Il a critiqué Biden pour son ingérence idéologique dans tous les processus mondiaux, pour avoir imposé des approches néolibérales et implanté des idées néolibérales, nourrissant les élites néolibérales. Et il a dit que les États-Unis ne feraient pas ce genre de choses sous lui, sous Donald Trump. Ils feront ce qui est avantageux, comme vous l'avez dit, et ce qui est dans l'intérêt national des États-Unis. En réalité, d'autres méthodes, bien sûr, aucune idéologie. Ils ont fermé l'Agence des États-Unis pour le développement international. D'autres instruments de suppression idéologique sur tous les continents, en lien étroit avec la politique du Parti démocrate. Mais l'objectif de dicter une volonté à chacun, bien sûr, a été préservé, peut-être encore plus exposé, quand la coquille idéologique est tombée. C'est la base d'une approche qui peut être décrite de la manière suivante. L'Amérique devrait être la première partout, et tout le monde devrait écouter l'Amérique, mais cette approche s'applique non seulement à l'Europe, mais aussi à tous les autres. C'est une autre question que l'Europe dépend davantage des États-Unis en termes de sécurité et de perspective de sa politique étrangère. Parlons de la politique de l'Europe par rapport à l'Ukraine. Personne ne l'écoute parce que l'Europe, les élites européennes, ont mis en jeu leur conviction qu'elles seraient capables d'infliger une défaite stratégique à la Russie avec les mains du régime nazi à Kiev. Ils ont même rejeté la possibilité de négociation. Boris Johnson, en avril 2022, a simplement interdit à Zelensky de signer le document qui avait déjà été paraphé, qui était fondé sur les principes de règlement proposés par les Ukrainiens eux-mêmes. Voilà donc le rôle de la Grande-Bretagne, elle s'est manifestée ainsi. Les Britanniques aiment manipuler l'Europe, tout comme les États-Unis.
Mais le fait que tout le processus de sanctions, qui n'a pas été lancé par Donald Trump, même s'il avait également imposé des sanctions contre la Russie pour les affaires ukrainiennes, ou sous le prétexte des affaires ukrainiennes dans son premier mandat, mais elles ont été imposées massivement déjà sous Biden, et les Européens, en matière de sanctions, sont en avance sur tous les autres. Puis sont apparus des droits de douane et les tarifs et le fait que l'économie mondiale n'est plus, tout d'abord, mondialisée, parce que tous les principes et règles de la mondialisation que les États-Unis et leurs alliés appliquent depuis des décennies dans les institutions mondiales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, aucune de ces institutions ne remplit maintenant leurs fonctions. Leurs principes fondamentaux, pour ainsi dire, sur lesquels ils se fondent, ont été violés depuis longtemps, car la composition des organes directeurs, la répartition des voix, ne reflètent en rien la situation réelle de l'économie mondiale, l'équilibre réel des pouvoirs, les principes de la concurrence loyale, les méthodes du marché pour déterminer, pour ainsi dire, le meilleur, l'inviolabilité de la propriété privée. Tout est tombé dans l'oubli. Je me souviens, il y a de nombreuses années, quand le dollar a cessé d'être attaché à l'étalon d'or, et sous Nixon c'était, et quand les Américains ont dit « Ne vous inquiétez pas, le dollar est l'unité la plus fiable qui n'est pas la propriété américaine. C'est le bien de toute l'humanité. Le dollar appartient à l'humanité, sert les intérêts de tous et le sera toujours. Voilà, c'est le passé. Une autre époque est arrivée. » Donc, bien sûr, nous assistons tous à quelque chose de proche du chaos dans le commerce international, dans l'investissement international. Et il n'est pas nécessaire que les actions des États-Unis ne visent qu'à soumettre l'Europe, mais tirer un profit partout, sous toutes les conditions et avec des bénéfices. Les 8 guerres que Donald Trump a arrêtées, et nous apprécions vraiment son désir de ne pas commencer les guerres, comme beaucoup de ses prédécesseurs l'ont fait, mais de les arrêter, toutes ces 8 guerres ont vraiment été gelées pendant un moment. L'armistice a été déclaré au Moyen-Orient, et entre le Pakistan et l'Afghanistan, entre le Cambodge et la Thaïlande, la République démocratique du Congo, le Rwanda. Oui, il y avait des cessez-le-feu presque partout, mais ces initiatives ne traitaient pas les causes profondes. Et maintenant, les problèmes à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, entre le Pakistan et l'Afghanistan, ont recommencé, et tout n'est pas si rose, pour le dire légèrement, sur la direction palestino-israélienne. Par conséquent, le désir d'arrêter immédiatement l'effusion de sang mérite tous les encouragements, mais bien sûr, pour régler cela à long terme, nous avons besoin d'initiatives beaucoup plus laborieuses et patientes. Vous savez, vous parlez de la propagande. Notre entretien d'aujourd'hui sera traité aussi de propagande. En France, depuis plusieurs mois, je le répète, les médias disent que la Russie mène des cyberattaques sur le territoire des pays occidentaux, y compris la France. De nombreux sites alternatifs émergent. Vous communiquez souvent avec des journalistes du monde entier. Nous voyons qu'il est difficile pour les petits médias de percer sur ce marché. Cette guerre d'information est une sorte de guerre mondiale. Qui domine cette guerre? Qui va gagner? Non, qui la domine maintenant? Qui va gagner, si vous connaissez la réponse? Selon ce que l'on entend par domination si quantitative, puis purement arithmétique, bien sûr,
les réseaux mondiaux sont remplis d'une quantité énorme de médias qui sont créés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, avec de l'argent des États-Unis et de la Grande-Bretagne, en Europe, avec l'argent européen à l'étranger, beaucoup de branches. Bien sûr, quantitativement, il est très difficile de comparer ici, mais le fait que des ressources telles que RT et Sputnik occupent les postes les plus avancés en termes de fréquentation suggère qu'il y a un autre indicateur, un autre critère, à savoir comment l'utilisateur fait confiance à la source. Et à cet égard, bien sûr, RT et Sputnik, ils ont une réputation très sérieuse. Ils n'aiment pas ça parce qu'ils disent la vérité. Vous savez, il n'y a rien à voir avec la guerre. La guerre que l'Occident a déclenchée contre nous par les mains du régime ukrainien, y organisant un coup d'État, pompant son opposition bien avant ce coup d'État. Victoria Nuland a rappelé qu'ils avaient investi 5 milliards de dollars dans les préparatifs de ce coup d'État. Bien avant cela, je me souviens, à mon avis, en 2019, Poutine et Macron se sont rencontrés à Brégançon, dans la résidence estivale des présidents de la République. Et il y a eu de vastes discussions, puis un dîner, des discussions informelles entre ministres, entre présidents. Et là, la question s'est posée, pourquoi RT et Sputnik étaient privés d'accréditation au palais de l'Élysée. Ensuite, nos interlocuteurs français n'ont pas commenté en détail, puis, lors d'une conférence de presse à Paris, après le sommet de Brégançon, on demandait au porte-parole de Macron pourquoi RT et Sputnik se sont vus refuser l'accréditation dès le début. La réponse était très simple, parce que ce n'est pas un média, c'est un moyen de propagande. Récemment, il y a eu une journée pour lutter contre le harcèlement des journalistes, une journée internationale pour lutter contre l'impunité des crimes contre les journalistes. Et tristement célèbre Kaja Kallas, au nom de l'Union européenne, a fait une déclaration si pompeuse que la liberté d'expression était le fondement de l'Union européenne, et ainsi de suite. Eh bien, je pense que tous ceux qui suivent les actions de l'Union européenne en matière de la liberté d'expression, la liberté des médias, savent parfaitement que c'est un mensonge. La RT et Sputnik en France sont des exemples que je voudrais souligner une fois de plus. Ils appartiennent à une période bien avant le début d'une opération militaire spéciale. Et après le début d'une opération militaire spéciale, comme ils disent, ils ont fait des efforts pour empêcher nos médias d'atteindre leur grand public. Donc, comme on dit, ce n'est pas la quantité qui compte, mais qualité. Dans ce cas, la qualité de nos journalistes étrangers et leur professionnalisme, et les journalistes occidentaux qui travaillent pour l'ART, pour Sputnik, ils le font, je crois, non pas parce qu'ils veulent que la Russie soit la plus importante, et non parce qu'ils sont probablement bien payés, mais parce qu'ils sont des professionnels, et ils ont honte quand eux, les professionnels, sont obligés de mentir dans les médias et depuis les écrans. Vous vous êtes souvenu de la rencontre entre M. Macron et M. Poutine en 2019. Le dialogue franco-russe a été établi il y a 20 ans. Nous avons célébré notre 20e anniversaire l'année dernière. Notre plateforme a été créée par M. Chirac et M. Poutine. Elle a donné un élan aux relations bilatérales à l'époque. Les Français, ceux qui nous regardent, qui se soucient de ce qui se passe, ont eu le dernier souvenir de ces relations. Une longue table entre Macron et Poutine à la veille des tristes événements. Tout le monde en a parlé pendant un certain temps. On ne reviendra plus jamais à la relation normale? Une longue table pleine de nourriture? Non, elle était vide.
mais c'était après le début d'une opération militaire spéciale. Mais c'était avant, je pense que c'était en janvier 2022, Non, c'était avant, avant. bien sûr. Mais malheureusement, c'est la dernière fois. C'était en pleine pandémie. Vous savez, ce n'est pas comme si c'était difficile pour moi de commenter, je ne veux même pas commenter, parce qu'on nous dit constamment que vous avez trahi certains idéaux européens. Toutes les preuves suggèrent que ce sont eux qui ont trahi leurs idéaux, tout ce qui a été enregistré dans la même organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. D'ailleurs, la Charte de Paris de 1990 pour une nouvelle Europe, à laquelle nous essayons encore d'être fidèles dans nos actions, considérant qu'elle est d'actualité, considérant les principes convenus à l'époque comme équitables, mettant l'accent sur un travail commun égal, mais les hôtes de ce sommet, les Français, ainsi que de nombreux autres membres de l'Union européenne et de l'OTAN, ignorent ce document, y compris la liberté des médias. L'Union soviétique au bout de souffle, tout le monde essaie de charmer Mikhaïl Gorbatchev, tout le monde essaie de préparer l'avenir. Quelqu'un a probablement pensé que l'Union soviétique allait s'effondrer, et même selon les documents d'archives, certains ont pensé que la Russie devenait un peu plus petite. Et puis à Paris, entre autres, le document de haut niveau de l'OSCE sur l'accès à l'information a été adopté, où il a été simplement déclaré catégoriquement chaque membre de l'OSCE est tenu d'assurer le libre accès à l'information, dont les sources sont à la fois à l'intérieur de l'État concerné et en dehors de celui-ci. Il ne peut y avoir aucune restriction. Je n'ai donc aucune illusion sur les gens qui dirigent maintenant l'Occident. Personne, eh bien j'ai mentionné, à l'exception de Viktor Orban, Fico, maintenant Babiš est venu au poste de chef du gouvernement en République tchèque. Ce sont des gens pragmatiques, ils ne sont pas pro-russes, ils sont simplement pro-hongrois, pro-slovaques, tchèques, et pensent à leurs citoyens. Ils ne veulent pas appeler leurs citoyens à sacrifier leurs enfants pour soutenir le régime nazi de Kiev. Et quand mon ancien collègue Alexander Stubb était ministre des Affaires étrangères en Finlande, étant devenu président, et naturellement ayant joué au golf avec Donald Trump, se positionne maintenant comme un expert en tout, se prononce ouvertement d'une manière russophobe. Vous voyez, après tout, de longues décennies de neutralité de la Finlande, ils n'ont pas noyé les germes qui, en général, prennent leurs racines dans le passé nazi de l'État finlandais, quand ils, avec Hitler, ont occupé l'Union soviétique, organisé le blocus de Leningrad, ont été impliqués dans des atrocités, dans le nettoyage ethnique. J'ai souvent visité des villes frontalières en Finlande où des réunions du Conseil de l'Arctique ont eu lieu. Citoyens, les habitants des territoires frontaliers, ils n'avaient pas de visa, pouvaient aller séjourner chez les voisins, organiser des festivals de cinéma, de chant et de danse, en famille, comme on disait, et tout Tchéa a été annulé d'un seul coup. Je ne parle pas des dommages économiques, des dommages aux relations humaines, quand la frontière a été fermée, quand la frontière est investie d'infrastructures de l'OTAN. Mais l'idéologie russophobe rappelle que nous avions volé quelque chose à la Finlande, ce qui signifie que le régime nationaliste, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, a refusé de prendre en compte l'intérêt légitime de la Russie pour la sécurité quand il était possible de se rendre à Saint-Pétersbourg en une journée dans une unité militaire. Et tout ça est sorti d'Alexander Stubb. C'est le code génétique, cette mémoire qu'ils veulent toujours garder la Russie sous contrôle. Comment ils l'imaginent, je ne sais pas. Cependant, même récemment, il a dit qu'il devrait parler à la Russie un jour. Il y a des moments d'éclaircissement, mais quand ils seront prêts à parler, nous penserons de quoi parler.
Laisse-les nous le dire. S'ils comptent sur ce qu'ils disent, nous sommes prêts à nous asseoir avec la Russie. On court? Pas du tout. Nous voulons savoir avec quoi ils sont prêts à entrer en contact. Et ensuite, nous décidons. Il y a des actions militaires en Ukraine. Il y a un paradoxe. Vous venez de dire que le front bouge, la Russie domine le front. Certains résultats sont très difficiles à cacher, mais pour les grands pays occidentaux, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, c'est comme si ces résultats n'existaient pas. Lundi cette semaine, M. Zelensky, pour la 9e fois, déjà est venu à Paris. Avec Emmanuel Macron, ils ont signé une lettre d'intention pour l'achat futur d'une centaine d'avions Rafale. Qui va payer cette commande? C'est probablement une question pour les contribuables français. Et ma question est, quelle est la stratégie de la France dès le début? De la Grande-Bretagne et l'Allemagne aussi. On donne de l'argent en Ukraine. Nous croyons en la victoire de l'Ukraine. Je ne peux pas commenter cette situation du point de vue du bon sens. Il y a 100 rafales, c'est ça? Jusqu'à 100. Jusqu'à 100. Keir Starmer et Zelensky ont signé un contrat pour 100 ans. Ils aiment le chiffre 100. Ils ont volé 100 millions récemment. Il est seulement devenu clair que 100 millions de dollars supplémentaires ont été dépensés pour des pots de vin à des fonctionnaires corrompus. Peut-être quelqu'un de la bureaucratie bruxelloise, des pays qui pompent de l'argent vers l'Ukraine, expliquant à leurs contribuables qu'ils doivent souffrir. Il peut également y avoir des bénéficiaires, je n'exclus rien. Mais les raisons pour lesquelles cette russophobie s'est installée dans leur cœur, je ne peux pas les analyser. La seule chose qui est probablement vraie est que tout leur sourire, tout leur câlin, qui était présent par rapport aux représentants russes avant la crise ukrainienne, que tout cela était un jeu, qu'ils ont imposé ce genre de bienveillance sur eux-mêmes, mais en fait toujours souhaité du mal et les ennuis de la Russie. Et le fait qu'ils prédisent à présent l'effondrement de notre économie, que notre peuple s'élèvera avec des fourches et renversera tout le monde, cela montre une fois de plus que l'Europe, après tout, prouve une fois de plus sa réputation, la réputation gagnée pendant 500, probablement années, lorsque toutes les catastrophes majeures proviennent de ce groupe de pays. Mais les 2 guerres mondiales ont commencé en Europe à cause des ambitions de différents dirigeants européens. Malheureusement, ce code historique ne disparaît pas et l'agressivité avec l'accent russophobe continue d'exister en Europe. Ces dernières années, on a la tendance à faire taire et à diminuer le rôle de l'Union soviétique dans la victoire de la Seconde Guerre mondiale. À vous parler de Kaja Kallas. Elle a dit que c'était une grande surprise pour elle que l'Union soviétique et la Chine avaient apporté la principale contribution à la victoire. Je l'ai lu, oui. La question était que la jeune génération, d'ici 20 ans en Occident, ne saura absolument rien de cette guerre. Peu de gens savent quelque chose maintenant. Comment rappeler au monde ce qui s'est réellement passé? Elle n'est pas seule, Kaja Kallas. Bien sûr, elle ne semble pas être une excellente élève, y compris dans les disciplines historiques. Mais quand elle dit que la Russie et la Chine prétendent qu'ils ont gagné la Seconde Guerre mondiale et vaincu le nazisme, elle dit quelque chose de nouveau. L'histoire doit être connue. Et sa collègue, estonienne, ministre des Affaires étrangères, je ne me souviens pas de son nom, a dit que l'Union soviétique a commencé la Seconde Guerre mondiale, occupé la moitié du monde, déporté tout le monde dans les territoires qu'elle occupait. Il a dit ça en l'absence de manuel, je crois. Peut-être que les jeunes d'Estonie reçoivent la même information. C'est comme ça que les gens sont élevés. Mais pour ce qui est de la contribution réelle, il y a eu une conférence de réparation en février 1945. Il a été cité des statistiques basées sur l'analyse des combats
et des opérations militaires. Il en découle que l'Allemagne a mis au minimum 10 fois plus de jours d'activité militaire sur le front soviétique que sur l'ensemble de tous les autres fronts. Et ils ont dit que les statistiques y ont été données sur la base d'une analyse des batailles et des hostilités de l'Allemagne sur le front soviétique. Le fait que 4 fois et demi plus de chars ont été détruits, 75% des avions, des chars et des avions allemands sur le front soviétique. Et il existe des statistiques selon lesquelles l'Union soviétique représentait 75% de tous les efforts militaires de la coalition anti-Hitler. Il est clair que c'est un rôle crucial. Les peuples de l'Union soviétique ont vaincu plus de 620 divisions, dont plus de 500 étaient des divisions allemandes. La Chine, en termes de la contribution, 90% de tout ce qui a été fait contre le Japon militariste est la contribution chinoise. La Russie et la Chine ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en battant l'armée du Kwantung. Il y a de la correspondance. Roosevelt a écrit à Staline au milieu de 1942, où il a dit que c'est l'armée russe qui portait le plus gros poids. Churchill a également écrit à Staline que c'était les Russes qui avaient éventré la machine de guerre allemande. C'était l'automne 1944. Une autre chose, Roosevelt n'a pas été vu dans la duplicité, et Winston Churchill, d'après les documents d'archives, il a alors pensé que vous aviez éventré la machine de guerre allemande, mais nous voulons éventrer l'Union soviétique. Il planifiait une opération impensable. Donc l'Occident était forcé de devenir notre allié, pensait pendant longtemps s'il fallait ouvrir un second front ou non, regardait de quel côté penchera la balance, et ensuite on pariait sur le vainqueur. Parallèlement, des attaques contre l'Union soviétique étaient prévues. Les Américains sous Truman et l'Angleterre sous Churchill. Moi, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais j'aimerais demander, nous avons reçu beaucoup de questions pour vous, messages de nos abonnés qui étaient très actifs. Le message plus courant est: quand allons-nous enfin nous réconcilier et combien de temps il nous faut? Vous avez partiellement répondu à cette question. Mais il y a 2, non 3 questions. L'un d'eux, si la France veut rejoindre les BRICS accepteront-ils la France? Macron a déjà dit quelque part qu'il irait participer aux BRICS. Personne ne l'a appelé. Je ne pense pas qu'il y ait un consensus aux BRICS, ou même si la majorité des membres BRICS seraient heureux de voir la France avec sa position dans l'économie mondiale, dans la politique, dans la finance mondiale. Non, je pense que sa place est dans l'OTAN et dans l'Union européenne, qui aujourd'hui, cependant, est peu différente l'un de l'autre. Et bien sûr dans G7 qui survit. Les 7 ministres des Affaires étrangères récemment réunis au Canada, qui président maintenant dans G7, et ils ont adopté le texte là-bas. Je ne me souviens pas par cœur, mais l'idée c'est que G7 défende fermement les principes du libre marché, les principes de la concurrence équitable, afin que personne ne abuse de leur position dans l'économie mondiale et observe ces principes du libre marché. La raison pour laquelle ils se sont exprimés de manière si solennelle et dans l'ensemble correcte était la situation des terres rares chinoises. La Chine, en réponse aux sanctions unilatérales des États-Unis et de l'Union européenne, a simplement commencé à garder ces métaux terrestres rares sur le marché. Et puis, il y a l'appel « Soyons honnêtes », marchés libres, etc. C'était un aveu parce que si vous regardez les normes et les règles du marché libre, les normes de la mondialisation que l'Occident a offert à chacun comme manifestation optimale de l'interdépendance dans l'économie,
comment ils le traitent quand ils ont besoin de punir quelqu'un, que ce soit la Russie, que ce soit l'Iran, que ce soit le Venezuela. C'est pourquoi l'hypocrisie, la duplicité, l'incapacité à négocier et la malhonnêteté, malheureusement, tout cela se manifeste maintenant très clairement dans les actions de nos collègues occidentaux. Le business français pourrait-il revenir sur le marché russe? Question de l'abonné. La majorité d'entreprises françaises continuent à fonctionner. Et ceux qui ont travaillé et sont restés ici, nous n'allons pas bannir ou violer leurs droits. Des gens qui, je pense, se comportent honnêtement. Ils mettent de l'argent ici, ils veulent que cet argent fonctionne et ils sont prêts à prendre des risques politiques de la part de leur gouvernement russophobe. Non seulement les Français, mais aussi les Allemands. Il y a des représentants d'autres pays en Europe et dans l'Union européenne. Et même selon nos statistiques, il y a plus d'entreprises qui sont restées que celles qui avaient fui la Russie. Et ceux qui se sont enfuis ont libéré des niches, là ils ont fermé leurs affaires de façon différente. Mais le président a parlé à ce sujet. Il a dit, ceux qui sont partis, et si cette niche est déjà occupée, alors quand vous voulez revenir, désolé, mais ceux qui vous ont remplacé, ils sont une priorité pour nous. Parce que dans les temps difficiles, ils mettent leurs intérêts commerciaux en premier et pas la politique. Au fait, je lis de temps en temps dans les réseaux sociaux, il y a un certain nombre d'entreprises qui enregistrent leur nom ici en Russie. C'est un moment positif. Et la dernière question philosophique, probablement étant donné l'époque dans laquelle nous vivons, avez-vous déjà regretté d'être devenu diplomate? Je n'y ai jamais pensé. La vie a évolué ainsi et le travail est très intéressant. Et je n'ai pas le temps d'y réfléchir à ce que je le regrette ou non. Mais j'aime être en train de réaliser les phénomènes vraiment historiques, les changements que nous voyons sur la scène internationale. Si je réussis, et mon équipe est ici, au bureau central, et dans l'appareil étranger, j'en suis très fier et je voudrais remercier tous mes collègues. Tout au long de cette crise des relations avec l'Occident, je crois que tout notre collectif a fait preuve d'unité. Beaucoup s'attendaient à ce que quelqu'un s'enfuit ou soit tenté par des pots du vin. Des services spéciaux à l'étranger et sur le continent européen ont essayé à maintes reprises de recruter directement nos diplomates. Il n'y a qu'un seul cas où ces tentatives ont été couronnées de succès et un employé de Suisse est allé quelque part et est maintenant dans l'oubli. Il y a un vilain mouton dans chaque troupeau. Mais je le répète encore une fois, tout comme le président souligne que la guerre déclenchée contre nous par l'Occident à travers l'Ukraine a uni notre peuple et nous a permis de nous débarrasser de ceux qui n'étaient pas sincères dans leurs relations avec leur patrie. Mais de la même manière, notre personnel, le personnel du ministère des Affaires étrangères, est uni, efficace et concentré sur les résultats. Nous ressentons toujours le soutien de notre président, qui détermine notre politique étrangère dans les divers domaines de la vie internationale. Merci beaucoup, Sergueï Viktorovitch. Merci beaucoup pour votre temps.